Bonjour à tous, je suis Rénal Fléchaud, je suis Research Manager chez IDC France. Je vais tenter effectivement de vous brosser un peu le portrait de cette IT post-Covid. On a vu beaucoup de choses changer pendant le Covid. On va essayer de faire une synthèse de la recherche IDC en quelques 20 minutes. Alors on va commencer par quelques éléments de contexte avec ici une étude que nous menons chaque mois sur l'attitude des entreprises vis-à-vis de la technologie. On a lancé cette série d'études au moment des confinements, au moment de la crise sanitaire, avec ici des chiffres qui datent de août et de septembre de cette année. Et ces chiffres finalement confirment un peu ce que chez IDC on constate depuis le début de la pandémie, parce que les tendances finalement sont assez linéaires. Si la crise a bien entraîné le gel de certains budgets IT avec des coupes budgétaires, en particulier dans certains secteurs, elle a plutôt globalement poussé les entreprises à accélérer la transformation de leurs activités via la technologie. Et c'est ce qu'on voit ici par exemple à gauche, 60% des entreprises en Europe ont mis en place ou ont démarré une stratégie dite Digital First en raison de la pandémie et de l'impact de celle-ci sur leurs activités. Et surtout, on voit aussi ici en orange que moins d'une entreprise sur 10 a fait le contraire, donc a plutôt gelé cette stratégie ou ne ressent pas le besoin de mettre en place une stratégie de cette nature. À droite, on voit également que plus d'un tiers des entreprises en Europe expliquent avoir accéléré leur stratégie de transformation numérique du fait de la crise du Covid. Là encore, moins d'une organisation sur 10 indique que cette crise a au contraire ralenti les déploiements liés à la transformation numérique. L'autre phénomène marquant et l'autre accélération qu'on voit assez nettement, c'est tout au long de cette crise, c'est l'importance prise par la cybersécurité. Je viens encore de terminer une étude sur justement la façon dont la cybersécurité est prise en compte par les directions générales, et on voit clairement une inflexion de tendance en la matière. Je parle ici de la France, mais c'est valable également à peu près partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs directement corrélé au poids de la technologie dans le cœur des activités des entreprises, comme vous avez pu le voir juste avant. Ici, on a des chiffres issus de ces mêmes études mensuelles dont je viens de vous parler, qui illustrent cette tendance, en particulier avec la montée en puissance des ransomware. Pas une semaine sans qu'on entende parler d'une entreprise qui a été touchée par un ransomware. Et évidemment, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, autrement dit, celle chez qui ces attaques donnent lieu à des conséquences opérationnelles et se voit sur le marché. On voit que parmi les entreprises touchées récemment, avec les chiffres à droite, les 3/4 ont connu des vols de données, même si dans la plupart des cas, les entreprises déclarent que les données dérobées ne sont pas considérées comme sensibles. À ces vols de données, évidemment, il faut ajouter l'impact opérationnel dont je viens également de vous parler, qui peut durer des semaines, voire des mois. Alors voilà pour ces éléments de contexte. Maintenant, on va zoomer un peu sur le rôle croissant joué par les architectures cloud dans les investissements des entreprises et dans leur panorama informatique. Avec des chiffres, on aura beaucoup l'occasion de voir cette étude, cette série d'études qui s'appelle Cloud Pulse. C'est une étude qui mène dans le monde entier, qui est la principale étude que mène le cabinet sur les investissements cloud des entreprises. Chaque trimestre, on interroge un peu plus de 1000 entreprises dans le monde. Ici, ce sont des chiffres récents qui datent de la fin d'année dernière et du deuxième trimestre de cette année. Et dont on voit à gauche que dans le monde, une entreprise sur deux est déjà passée en production sur une petite partie ou une partie significative de son portefeuille applicatif, sur des architectures cloud, évidemment. Ce qui montre que le cloud s'est bien implanté au cœur de nombre de systèmes d'information dans la plupart des entreprises. Sur un an, d'ailleurs, on peut noter que la part des entreprises qui ont largement implémenté le modèle cloud en production progresse de 2 points entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021. Alors en Europe, on a un niveau de maturité qui est un peu moindre. C'est assez classique dans cette étude. Trimestre après trimestre, c'est ce qu'on constate. Par exemple, on a un décalage de 7 points parmi les entreprises qui ont un large portefeuille d'applicatifs en production. Mais la tendance globale est la même, c'est-à-dire qu'on voit des progressions trimestre après trimestre. Cette place importante prise par le cloud se confirme à droite dans les dépenses consacrées au sujet par les entreprises. 70% des entreprises dans le monde consacrent déjà plus de 20% de leur budget IT à des investissements sur des architectures cloud. En Europe, où le recours au cloud est légèrement inférieur, comme je vous l'ai dit, cette part frôle plutôt les 60%. Et la tendance est clairement à l'accroissement, comme je vous l'ai dit. Pour vous donner un ordre d'idée, les 3/4 des entreprises qu'on a sondées avec cette étude Cloud Pulse ont vu leur budget cloud progresser de plus de 10% au cours des 2 années passées, et la même proportion, donc les 3/4 de nouveau, s'attendent à voir leur budget cloud progresser de nouveau de plus de 10% au cours des 2 années qui viennent.
Alors quand on dit cloud, on pense évidemment dans un premier temps à un cloud public. Quelle place tient le cloud public dans cette mutation? Alors ici, ce sont de nouveau des chiffres au niveau mondial, tirés de cette même étude Cloud Pulse. Plus d'une entreprise sur 2 dans le monde fait du cloud public une option prioritaire, même si on peut noter que la part des organisations qui n'ont recours qu'au cloud public, au seul cloud public, recule de 2 points en un an. De facto, on voit aussi que le cloud public, pour certains usages, montre des limites et les entreprises les perçoivent de mieux en mieux. Et 42% des entreprises sont sur une approche plus équilibrée, consistant à considérer le cloud public comme une option parmi d'autres. Alors si on regardait les chiffres européens, on aurait un équilibre inversé, c'est-à-dire il y a davantage d'entreprises qui ont une approche équilibrée que d'entreprises qui font du cloud public une option prioritaire. Enfin, et dernier enseignement de ce slide, les entreprises qui écartent tout recours au cloud public ou qui ne l'envisagent vraiment qu'en dernier recours sont désormais extrêmement minoritaires. 3% au niveau mondial, ça sera un peu plus là aussi en Europe, mais on est sur des chiffres assez bas. Mais attention, investissement dans le cloud, ça ne veut pas dire uniquement cloud public, évidemment. 44% du budget cloud des entreprises européennes est consacré au cloud privé, contre une moyenne mondiale de 40%. L'Europe est un peu plus friande de cloud privé que la moyenne mondiale, en particulier de cloud privé hébergé. Et surtout, c'est ce qu'on voit ici à droite, quand on demande aux DSI européens, finalement, à quel environnement va leur préférence sur des critères assez clés, quand même, que sont le retour sur investissement, la simplicité de management ou les performances. Le cloud privé devance à chaque fois le cloud public avec un écart de plus de 10 points. Alors si les dépenses dans le cloud continuent à progresser, donc tant sur le cloud public que sur le cloud privé, c'est qu'elles sont jugées clés dans la transformation des entreprises. C'est ce qu'on voit ici à gauche. 35% des entreprises dans le monde jugent ainsi essentiels leurs investissements dans le cloud public pour permettre l'atteinte des objectifs business à 5 ans. Donc on voit bien qu'il y a un lien très clair entre les objectifs de l'entreprise et ses investissements dans le cloud. Et pour 45% des répondants, ce sont tant les investissements dans le cloud public que les investissements dans le cloud privé qui seront essentiels à l'atteinte de ces objectifs. Donc on voit bien ici la part des stratégies d'hybridation qui sont majoritaires au niveau mondial et qui sont encore plus centrales en Europe, comme je vous l'ai dit auparavant. On a la confirmation de ces tendances avec les chiffres de droite, avec l'approche privilégiée par les entreprises dans les 2 ans qui viennent. On voit que seule une entreprise sur 5, finalement, imagine désormais fonctionner sur un cloud sur un cloud unique. Ce sont donc plutôt les stratégies basées sur les clouds hybrides ou sur le multi-cloud qui entraînent l'essentiel du marché. Il faut noter qu'une part significative des entreprises reste encore circonspecte quant à la capacité à intégrer les différents clouds dans les 2 ans qui viennent. On voit que 35% des entreprises, en tout cas, n'ont pas pour projet pour l'instant d'intégrer ces différents environnements en raison des difficultés que ces projets soulèvent. En France, si on devait zoomer là-dessus, avec des chiffres, je ne les ai pas ici aujourd'hui, mais on a mené une étude sur le cloud en France, qu'on appelle l'Observatoire du cloud. Récemment, on retrouve à peu près le même panorama avec des environnements très souvent hybrides. Les 3/4 des organisations en France ont déployé un cloud privé ou ont prévu de le faire à brève échéance, et une mise en œuvre plus limitée finalement d'utilisation plus cohérente des différents environnements cloud qui concernent aujourd'hui environ 1/4 du marché à ce jour. Alors ce passage justement à une exploitation plus cohérente de divers environnements cloud soulève, comme je l'ai dit, un certain nombre de difficultés d'exploitation. Alors ici on a des chiffres toujours tirés de l'étude Cloud Pulse, mais j'allais dire toutes les études IDC pointent dans la même direction. Et les difficultés sont principalement de 3 ordres. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici à gauche. Premier type de difficulté, la capacité à garantir le même niveau de sécurité ou la conformité, j'allais dire, sur tous les environnements déployés dans les différents environnements cloud. On retrouve très souvent cette préoccupation chez les DSI. Deuxième difficulté, le contrôle des coûts et l'optimisation des dépenses face aux tarifications mouvantes des prestataires de cloud public en particulier. Là aussi, c'est une préoccupation qu'on voit beaucoup monter ces derniers mois. Et dernière préoccupation, comme l'a souligné Jean-Christophe tout à l'heure, évidemment, on ne parle pas que de technologie, on parle aussi de culture. C'est bien sûr l'adaptation des compétences et des processus en place au sein de la DSI. Concernant la maîtrise des coûts, je vous ai mis quelques chiffres ici à droite et leur prévisibilité aussi, parce qu'il est difficile de prévoir le budget cloud. L'exploitation au quotidien du ou des clouds pose toujours un certain nombre de défis opérationnels au DSI. Ici, ce sont des chiffres tirés de l'étude Cloud Pulse de la fin d'année dernière. Et on voit que sur l'exercice 2019, 64% des entreprises ont dépassé leur budget cloud.
Et ce qui m'a assez frappé, moi, c'est que finalement, quand on regardait en 2018, c'était la même proportion. Il y avait aussi 2/3 des entreprises dans le monde qui avaient dépassé leur budget cloud. Et dans 60% des cas, donc de ces entreprises qui ont dépassé leur budget, ce dépassement était supérieur à 10% du budget initial. Donc on voit, c'est pas des dépassements sans conséquence. Donc finalement, le sujet FinOps aujourd'hui n'est pas sous contrôle, en tout cas dans la plupart des entreprises. Les sources de dérive sont assez connues. Hein, c'est l'apparition de nouveaux workloads, mais aussi, et ce qui monte de plus en plus, l'augmentation des tarifs des providers ou l'incapacité à bien les comprendre en amont. Alors face à ces défis, finalement, 83% des organisations qui sont engagées dans le multi-cloud jugent essentiel l'usage d'un outil offrant un certain niveau de contrôle et d'automatisation des opérations sur les différents clouds. Notons d'ailleurs, et c'est ce qu'on voit ici à gauche, que près de 4 entreprises sur 10 envisagent le multi-cloud comme une plateforme technologique principale, extensible pour couvrir de nouveaux besoins, donc pour finalement servir les besoins des métiers avec les différentes options possibles. Ce besoin de contrôle et de centralisation avec une plateforme cloud extensible domine les autres motivations exprimées ici par les entreprises à gauche. À droite, on voit les bénéfices attendus de ces plateformes cloud en particulier, avec un item qui se détache, qui est l'accès à des services innovants. Hein, la diversité des services accessibles via la plateforme cloud étant jugée comme un critère clé de choix de ce type d'outils, devant tous les autres bénéfices. Alors passons maintenant à la deuxième partie de cette présentation qui concerne plus spécifiquement la mutation des portefeuilles applicatifs, que j'ai appelé ça une mutation coûteuse et une modernisation coûteuse et qui prend du temps. On verra que c'est effectivement une bonne synthèse des slides qui sont juste derrière. On voit ici des chiffres tirés d'une étude qu'on a menée en France l'année dernière auprès de très grandes entreprises françaises, c'est une entreprise de plus de 5000 personnes. Qui montre finalement que les efforts de rationalisation du legacy sont largement partagés par les entreprises françaises. 88% d'entre elles ont entamé la rationalisation de leur informatique legacy ou ont lancé des projets en ce sens. C'est ce qu'on voit ici à gauche. Par contre, parmi les décideurs interrogés, beaucoup se montrent beaucoup plus circonspects quant aux résultats de ces efforts. 55% d'entre eux dressent un bilan au mieux mitigé des projets de leur organisation sur ce terrain. Alors parmi ces déçus, certes, 7 sur 10 estiment quand même que certains des objectifs ont été atteints, mais globalement le bilan global est assez encore partagé. Alors la transition vers les environnements cloud pousse en particulier les entreprises dans une vague de modernisation de leurs applicatifs ou dans le développement d'applications conçues nativement pour le cloud. On voit à gauche l'effort budgétaire consacré par les entreprises à ces sujets. Donc 6 entreprises sur 10, hein, pour synthétiser, consacrent plus de 5% de leur budget cloud au re-hosting, donc le lift and shift, au refactoring, donc l'adaptation partielle aux caractéristiques du cloud des applicatifs, et au développement cloud natif. À droite, on voit une autre étude IDC qui s'appelle PassView and the Developer, qui a la particularité d'interroger non plus les DSI, mais les développeurs, cette fois-ci, 2500 environ interrogés dans le monde. Et ce qui ressort finalement de cette étude, c'est que les approches les plus basiques d'adaptation au cloud, donc en particulier le lift and shift ou le replatforming, sont en train de perdre en intérêt. En tout cas, c'est comme ça que le perçoivent les développeurs. Qu'ils s'attendent à moins pratiquer ce type d'approche au cours des 2 années qui viennent que ce qu'ils ont fait au cours des 2 années passées. Sont en revanche les approches les plus engageantes finalement, hein, comme le refactoring ou la réécriture applicative, qui devraient être davantage privilégiées. Alors zoom maintenant sur le cloud natif en particulier, avec une étude européenne qu'on a menée en août de cette année, spécifiquement sur ce sujet. À gauche, on voit l'attitude des entreprises vis-à-vis de cette pratique de développement, et c'est assez significatif. Hein, l'accélération en la matière est très nette, hein, en cette période de sortie de crise. La part des organisations qui ont recours largement à ce mode de développement, qu'elle l'ait industrialisée ou pas, hein, va gagner ainsi 24 points entre la date de l'étude et 2022. C'est la somme des deux items qui figurent en haut, ici à gauche. C'est un bond très net. Hein. On aura d'ailleurs l'occasion d'illustrer ce virage avec la table ronde qui suit. Et à droite, on visualise la part des développements spécifiques hébergés sur le cloud qui exploitent justement une approche de développement cloud native, avec là aussi des progressions notables, hein, plus 9 points par exemple pour les organisations qui prévoient que plus de 50% de leurs spécifiques hébergés sur le cloud seront en mode cloud natif dès 2022, et plus 8 points pour ceux qui envisagent une part entre 35 et 49%. À la croisée finalement de ces efforts de modernisation et de cette montée en puissance des développements cloud natifs, on retrouve souvent une même architecture technologique
qui sont les containers, évidemment. On voit à gauche ici les dernières prévisions d'IDC en matière de déploiement des hosts, donc des serveurs recevant des containers. Alors c'est une vision intéressante car elle montre la dynamique du marché, qui était un marché au départ entraîné par les fournisseurs, donc les hyperscalers et les fournisseurs de services sur le web ou le cloud. Ils représentaient par exemple 55% des hosts déployés en 2018, mais désormais c'est un marché qui est porté par les entreprises et les utilisateurs de cloud public au travers des services CaaS par exemple, qui ont commencé donc à évoluer vers ces architectures et vers les méthodologies de développement logiciel qui ont été popularisées par les hyperscalers en particulier. En 2021, les providers ne représentent ainsi que moins d'un quart des hosts déployés. Et on voit que les croissances sont aujourd'hui largement du côté des entreprises utilisatrices. À droite, finalement, une illustration de cette tendance avec des chiffres tout récents tirés de l'Observatoire Cloud en France. On voit comment cette vague finalement se matérialise dans les organisations hexagonales. On a ici interrogé des entreprises de plus de 500 personnes, avec en particulier un bond de 11 points de la part des entreprises qui, d'ici un an, auront déployé les conteneurs largement en production. En 2022, donc on sera sur environ une entreprise sur 4 qui aura déployé largement les conteneurs en production. Alors voilà pour cette partie sur la modernisation applicative. Je voulais juste apporter un bémol en guise de conclusion de cette partie. Alors évidemment, le modèle cloud gagne en importance, mais les mouvements à l'échelle des portefeuilles applicatifs des entreprises restent lents, évidemment, en particulier quand on parle des plus grandes entreprises, parce que faire évoluer les portefeuilles applicatifs, évidemment, ça prend du temps et ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Ainsi, entre 2021 et 2023, par exemple, c'est ce qu'on voit ici à gauche, sous la poussée du cloud public, l'équilibre entre on-premise et off-premise va sensiblement se modifier, mais c'est pas un bouleversement radical. On passe de 54% à 50%. Donc les environnements non cloud continueront à être bien présents, y compris en 2023. En guise de conclusion de cette présentation des chiffres IDC, je voulais attirer votre attention sur un phénomène qu'on voit grandir au sein des DSI au sein d'IDC, au travers de nos différentes études. C'est l'impact des politiques environnementales sur les budgets IT, avec d'abord un impact sur les achats IT qu'on ressent nous au travers des appels d'offres. De plus en plus, les donneurs d'ordre incluent les critères environnementaux dans leur sollicitation au marché, et non plus seulement dans leur sollicitation au marché, mais aussi dans la notation des propositions commerciales qu'ils reçoivent, y compris en dizaines de points de pourcentage, en matière de recyclabilité, évidemment, mais de plus en plus aussi en matière d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle d'un projet, par exemple. Et comme on le voit sur ce slide, en plus de cette tendance, les DSI s'attendent également à ce que les normes en matière d'environnement leur imposent de nouvelles dépenses dans les 2 années qui viennent. Environ 3 entreprises sur 4 s'attendent à une hausse des dépenses IT dédiées au sujet de la soutenabilité au cours des 24 mois qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention.